Ok, bonjour à tous. Avant de commencer, taisez-vous s'il vous plaît, merci. Avant de commencer le premier cours sur les antibiotiques, je voudrais juste vous donner quelques informations que vous avez normalement par d'autres moyens, mais pour que tout soit clair et que tout le monde soit au courant, voilà le lien qui vous permet de vous connecter au Medapod et au podcast qui contiennent les enregistrements de mes cours et d'autres. Donc voilà l'adresse internet à laquelle vous pouvez aller. Quand vous ouvrez la page, vous tombez sur ce site-là et vous avez ici un menu déroulant qui est celui du guide de l'utilisateur. Vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une seconde page et sur cette page, vous avez le tutoriel, le didacticiel, on devrait dire en français, qui vous permet de savoir comment récupérer toutes les formes de fichiers. Le fichier PowerPoint avant les cours pour avoir le cours sur papier, le fichier MP3 si vous le voulez en MP3, le fichier vidéo si vous le voulez en vidéo. D'accord ? Donc ça devrait être maintenant relativement simple. Si vous avez des problèmes, il faut que vous m'en parliez, ou que vous en parliez à Pierre Brunet, que vous venez de voir sortir. Mais ce sera assez bien que ça fonctionne. Quand vous ouvrez votre document vidéo, ça se présente de la façon suivante. Vous avez les diapositives et il est chapitré maintenant. Vous voyez, vous avez un chapitrage ici, vous pouvez aller à la diapositive qui vous va. En général, il y a les noms des diapositives. Et ça vous permet donc de choisir la diapositive qui vous intéresse et d'aller, par exemple, sur la 35, voir les adhésines d'Escherichia coli. D'accord ? Bien. Ceci étant dit, on attaque les 2 derniers cours de bactériologie générale avant de passer aux infections et aux bactéries individualisées. Et on va parler des antibiotiques. C'est un cours absolument fondamental parce que je me suis aperçu avec les années que vous n'étiez pas toujours très performant en termes de connaissance des antibiotiques et pourtant c'est la pratique quotidienne. Donc, on va diviser ça en 2 fois 50 minutes. La première, ce sera aujourd'hui. La suivante, ce sera lundi prochain, et non pas mercredi, lundi. Et on va parler aujourd'hui du mode d'action des antibiotiques. Donc un cours de mécanique, de biochimie, un petit peu de chimie, un catalogue, un peu fastidieux au début, et quelques définitions à retenir. C'est un cours important. C'est un cours qui est plein de notions que vous devez absolument connaître pour comprendre ce que vous ferez quand vous prescrirez un traitement antibiotique. Donc on va démarrer avec les principales caractéristiques des antibiotiques d'abord, et en préambule, la désignation des antibiotiques. Il n'y a qu'une désignation, une seule dénomination qui compte, c'est la dénomination commune internationale, appelée aussi DCI, qui vous permet de comprendre de quoi il s'agit quand vous lisez le nom d'un antibiotique, où que ce soit dans le monde. Que vous lisiez une publication anglo-saxonne, germanophone ou francophone, vous aurez toujours le même nom qui désigne la même molécule, par exemple la ciprofloxacine. Et c'est ça le minimum minimorum pour vous en termes de connaissances. Vous devez connaître les DCI. Ensuite, ces DCI, selon le laboratoire qui les fabrique, vont être déclinés sous forme de noms déposés. Alors c'est simple quand au début les médicaments sont sous brevet. Ça a été le cas pour la ciprofloxacine qui s'est appelée Ciflox en France pendant très longtemps. Ça s'écrit en général Ciflox avec ND pour non déposé. Et ça s'écrit avec une majuscule, c'est un nom propre par opposition avec la DCI. Alors c'est simple quand il s'agit de Ciflox, il n'y a qu'un produit. En revanche, vous pouvez être amené à voir des publications internationales ou à lire des recommandations sur le web par exemple, ou à regarder un épisode de Grey's Anatomy dans lequel vous entendez un nom d'antibiotique qui n'est pas du tout celui qu'on utilise en France. Par exemple, la ciprofloxacine, aux États-Unis, c'est Ciprobay. Et ça n'est en aucun cas Ciflox. Donc, pour s'y retrouver, le plus simple est quand même de désigner les médicaments par leur DCI. Cette remarque liminaire étant faite, on va essayer de définir les antibiotiques en quelques mots. Les antibiotiques, pour la plupart, sont des substances naturelles. À la différence de beaucoup de médicaments modernes, ils restent à la base des substances naturelles qu'on a peu ou prou modifiées pour en faire des composés hémisynthétiques. Et à quelques exceptions près, ils sont tous dans ces 2 catégories-là. Il existe quelques antibiotiques synthétiques, on verra le cas avec les quinolones, mais pour la plupart, donc, ce côté naturel est important, on va voir tout à l'heure pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique ? Ce n'est pas seulement quelque chose qui tue les bactéries. L'eau de Javel tue les bactéries, et ça n'est pas un antibiotique, en tout cas pas pour l'homme. Les antibiotiques, spécifiquement, perturbent le fonctionnement de cibles bactériennes spécifiques. En d'autres termes, ils tuent les bactéries ou ils arrêtent la croissance des bactéries, mais pas des cellules eucaryotes. Ils inhibent les bactéries, mais ils n'inhibent pas les cellules de l'hôte. Corollaire de cette notion,
Ils sont donc suffisamment, ou ils doivent être suffisamment bien tolérés pour pouvoir être administrés sans trop de risques aux patients qu'on soigne. Ensuite, qu'ils empêchent la croissance bactérienne ou qu'ils tuent les bactéries, c'est une question un peu secondaire, on y reviendra, mais il faut qu'ils le fassent aux concentrations thérapeutiques. Ce n'est pas la peine d'avoir une substance, comme on le lit dans la presse scientifique généraliste parfois, merveilleuse, isoler des larmes de grenouille ou de la peau de requin, qui tue les bactéries sur les boîtes quand on en met des quantités gigantesques, mais qui seraient beaucoup trop toxiques pour qu'on puisse la donner à un patient. Donc l'effet antibiotique doit s'exercer aux concentrations thérapeutiques et non pas à des concentrations inutilisables. Alors ça paraît des truismes, mais vous allez voir que très souvent on est confronté avec ces notions d'efficacité aux concentrations thérapeutiques. Les antibiotiques ont été découverts il y a très longtemps. Contrairement à ce que semble indiquer ce tableau, les premiers antibiotiques ne sont pas les pénicillines, ne sont pas des antibiotiques naturels, ce sont des antibiotiques de synthèse, c'est les sulfamides. Si on a quelques minutes, j'y reviendrai en toute fin de cours. Mais c'est vrai que la plupart des grandes familles et la plupart des antibiotiques très efficaces ont été isolés à partir de la nature et en particulier à partir de micro-organismes. Pourquoi de micro-organismes ? Eh bien parce que depuis que la vie existe sur Terre, et en tout cas que les bactéries et les champignons existent sur Terre, il y a une compétition féroce, notamment dans le sol, entre les différentes espèces pour survivre, et certaines, il y a plusieurs centaines de millions d'années, voire 1 milliard d'années pour les plus vieilles, certaines ont développé un arsenal qui leur permet de tuer leurs voisines pour s'installer à leur place. Tout ce qui est indiqué dans la colonne de droite ici en jaune, ce sont des bactéries qui produisent les antibiotiques qui sont en regard dans la colonne qui est ici. Ainsi, la streptomycine, par exemple, est produite par un streptomycès. Ne vous laissez pas abuser par le nom, ça s'appelle streptomycès, c'est une bactérie, ce n'est pas un champignon. Et tout ce qui est en jaune ici, ce sont des bactéries qui produisent des antibiotiques. Oui, dites-moi. Oui, alors ce ne sont pas précisément des DCI, ce sont pour la pénicilline G, oui, c'est la DCI, pour la streptomycine aussi. En revanche, la céphalosporine C n'est pas un antibiotique, c'est l'antibiotique initial qui a été trouvé en 1945 et qu'on a modifié ensuite pour en faire un antibiotique actif. Mais ça n'était pas à l'origine un antibiotique utilisable, il était trop toxique. Donc ce ne sont pas tout à fait des DCI, mais considérés que ce le sont. En tout cas, ce ne sont pas des noms de spécialité. Donc, à quelques exceptions près que sont les bêta-lactamines, qui sont produites par des champignons, cette fois, des pénicilliums, des moisissures. Vous connaissez peut-être cette photo classique, ou en tout cas cette inhibition classique. Un champignon filamenteux ici, un Pénicillium notatum, mis en proximité d'une culture bactérienne, ici un staphylocoque, eh bien, il y a une inhibition, les bactéries n'arrivent pas à pousser en présence du champignon. Et ça a été le grand mérite d'Alexandre Fleming, puis ensuite de Floret et Chain, de se dire que cette inhibition, qu'on avait probablement reconnue il y a des centaines, voire des milliers d'années, puisqu'on a traité des infections en Chine antique et probablement en Grèce antique avec des peaux de fruits moisis. On appliquait à la surface d'infections cutanées chez des patients, on appliquait des peaux de pommes, par exemple, ou des peaux d'orange moisies, et on s'apercevait que ça avait un effet bénéfique. Donc ça remonte à très longtemps, cette idée, mais l'originalité des travaux donc, de Fleming puis de Chain, ça a été de se dire qu'il y avait des substances qui étaient sécrétées et que ces substances, on pourrait peut-être les utiliser pour soigner les hommes en tuant les bactéries qui les infectent. Donc, cette notion d'antibiotique naturel, vous la retenez et à partir de toutes ces molécules qui sont listées dans la colonne du milieu, vous avez l'essentiel des noyaux qui ont servi à fabriquer des antibiotiques après. Alors, pourquoi des noyaux seulement ? Eh bien, parce qu'on les a modifiés. Les substances naturelles sont en général trop toxiques pour être administrées à l'homme, exception faite de la pénigée ou de l'érythromycine, par exemple, et on les a modifiés. Alors, qu'est-ce que c'est que modifier un composé pour en faire des composés hémisynthétiques utilisables chez l'homme ? Eh bien, c'est faire appel aux chimistes qui vont transformer. Je vous donne un exemple qui est tout à fait caractéristique, parce qu'il a été très largement utilisé, c'est celui de la céphalosporine C. Ça, c'est la première céphalosporine qu'on trouve, on la trouve dans un champignon. Elle est trop toxique pour être administrée, elle n'a pas de bonnes caractéristiques pharmacocinétiques et d'efficacité, mais on la modifie. Si on modifie, alors les modifications, c'est ce qui est figuré ici avec des carrés ou des rectangles jaunes. Si on modifie par exemple ce substituant ici qui est à gauche, eh bien on va pouvoir augmenter l'affinité pour la cible bactérienne, on va pouvoir augmenter l'efficacité de l'antibiotique. Ici, en modifiant dans les céphalosporines ce groupement, situé à droite, on va pouvoir modifier les propriétés pharmacocinétiques, diminuer le nombre d'administrations par exemple, favoriser la diffusion
plutôt dans les compartiments liquides aqueux, comme les urines, ou au contraire faire des molécules qui ont un tropisme plutôt hépatique ou un cycle hépatique. On peut également modifier la structure pour protéger les antibiotiques de la dégradation. Donc pendant 50 ans, les chimistes s'en sont donnés à cœur joie, et à partir de ces noyaux de base, peu utilisables, ils ont fait des molécules merveilleuses qu'on utilise encore aujourd'hui, puisque ce qui est terrible quand on fait un cours sur les antibiotiques, c'est chaque année de dire, depuis 20 ans, puis depuis 25 ans, puis depuis 30 ans, puis depuis 35 ans, on n'a pas inventé un nouvel antibiotique. On n'a rien fait, alors que la technologie humaine progresse à très grande vitesse dans la plupart des domaines, et notamment en médecine. Eh bien, les antibiotiques, ils n'ont pas évolué, on va dire, depuis les années 60-70. Les dernières molécules nouvelles sorties, les dernières familles d'importance nouvelles, ce sont les quinolones, et c'est 1984. Donc ça commence à dater vraiment, et c'est un énorme problème qui se profile pour votre génération en particulier. Bien, alors, quelques notions générales pour continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique? Il est représenté ici sous la forme de ce petit glouton. Un antibiotique, c'est une molécule qui interagit avec une cible bactérienne. Cette interaction, elle a les caractéristiques suivantes. La cible, elle doit être nécessaire à la survie des bactéries ou à leur croissance. Ce n'est pas n'importe quelle cible bactérienne. C'est une cible qui, lorsqu'elle est bloquée, empêche les bactéries de pousser. Il faut que le complexe de l'antibiotique avec la cible entraîne une inactivité de la cible. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, les antibiotiques ne sont pas actifs, ça paraît évident. Et puis il faut surtout qu'il y ait une affinité très forte de l'antibiotique pour la cible, c'est-à-dire que le complexe ne se dissocie pas. Donc une constante d'affinité Ka très supérieure à la constante de dissociation Kd. Là encore des principes très simples, mais qu'il n'est jamais inutile de rappeler. Et puis une notion absolument fondamentale, je me suis aperçu qu'il y avait une coquille dans le polycopier que je vous ai fait parvenir avant-hier. Ce qui est très important pour qu'un antibiotique fonctionne, c'est, on vient de l'évoquer, c'est que la concentration inhibitrice, la concentration qui empêche les bactéries de pousser, il faut que cette concentration soit faible par rapport à la concentration toxique. Plus l'écart est grand, meilleur sera l'antibiotique. S'il suffit de donner un tout petit peu d'antibiotique à une concentration à laquelle on n'est pas du tout toxique, c'est très bien si c'est efficace. En revanche, si la concentration efficace est très proche de la concentration toxique, on va avoir des chances de surdoser le patient et d'avoir les effets indésirables au premier plan, même si on tue les bactéries ou si on les empêche de pousser. Donc, notion très importante, il faut que la concentration inhibitrice soit inférieure le plus possible à la concentration toxique. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'antibiogramme, parce que ce sont des notions qu'on va voir en travaux pratiques dans 1 mois et demi, à peu près, 2 mois. Simplement, je vais vous rappeler une notion que vous connaissez peut-être, une notion essentielle, qui est la mesure de l'activité de l'antibiotique. C'est une seule valeur importante, c'est la concentration minimale inhibitrice. Qu'est-ce que c'est que la concentration minimale inhibitrice? Eh bien, c'est, parce qu'on l'a fixé les choses comme ça, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance d'une bactérie en 18 à 24 heures pour la plupart des bactéries, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui produit ce qu'on appelle une bactériostase. Ce n'est pas la concentration minimale qui tue les bactéries, c'est celle qui empêche les bactéries de pousser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette CMI? Eh bien, si on le fait à l'ancienne, on procède de la façon suivante. Dans tous les tubes qui sont sur ce portoir, il y a un milieu de culture, c'est-à-dire un liquide suffisamment nutritif pour que les bactéries poussent bien. Et dans ces tubes de milieu nutritif, on va rajouter 2 choses. La première chose, c'est un antibiotique, et on va mettre des concentrations croissantes de l'antibiotique. Vous voyez qu'ici, on part à 0,25 mg par litre, et on termine à 64 mg par litre. Pour un antibiotique comme la pénicilline G, c'est la zone dans laquelle se situe l'activité de la plupart des antibiotiques, enfin de la sensibilité de la plupart des bactéries. Au-delà de 64, on ne peut pas donner assez d'antibiotiques pour qu'on traite le patient sans lui faire de mal. Donc l'idée, c'est de mettre ces concentrations d'antibiotiques qui représentent à peu près les concentrations physiologiques qu'on atteint chez l'homme. Et puis une fois que c'est fait, on va rajouter une toute petite quantité de la bactérie à tester dans chacun des tubes. On a pris naturellement soin, puisqu'on est de bons scientifiques, de mettre un tube dans lequel il n'y a pas d'antibiotiques, c'est le témoin de croissance, et on met tout ça à l'étuve pendant la durée habituelle de pousse des bactéries.
18 à 24 heures en général. Le lendemain, on sort le portoir et qu'est-ce qu'on voit? Dans le tube dans lequel il n'y avait pas d'antibiotique, la bactérie a poussé, ça se traduit par cette opalescence que vous voyez là, des centaines de millions de bactéries en suspension. En revanche, vous voyez qu'aux fortes concentrations d'antibiotiques, ça ne pousse pas non plus ici, et il faut arriver à une concentration de 1 pour que ça commence à pousser. À partir de 1 mg par litre, alors il n'y a plus suffisamment d'antibiotiques dans le milieu pour empêcher les bactéries de pousser. La CMI, la concentration minimale inhibitrice, ça n'est pas 1, naturellement, c'est la concentration suivante, la première à laquelle les bactéries ne poussent plus. D'accord? C'est une notion absolument fondamentale, je vous demande de la connaître. Il est vraisemblable que je vous interrogerai là-dessus. Bien. Alors il y a une deuxième notion qui intéresse un certain nombre de cliniciens, en particulier les gens qui se trouvent confrontés à des patients très fragilisés pour qui arrêter la croissance des bactéries ne suffit pas pour guérir. Il y a quelques situations au cours desquelles, des situations médicales au cours desquelles il faut, pour soigner un patient, pour le guérir, il faut arriver non seulement à arrêter la croissance des bactéries, mais aussi à tuer les bactéries. C'est en particulier le cas chez les patients qui ont un système immunitaire qui n'arrive pas à se débarrasser des agents infectieux. Donc dans le cas des immunodépressions profondes, on aura l'occasion d'y revenir. Et là, on nous demande parfois au laboratoire de déterminer une autre concentration qui est la concentration minimale bactéricide, celle-là. Cette fois-ci, c'est la concentration la plus faible qui tue, et ça c'est une valeur qu'on a décidée, qui tue 99,99% d'une population bactérienne. Il reste moins de 0,01% de survivants. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple, ça découle de la technique précédente. On reprend après 18 heures les tubes, et on ne va naturellement pas s'intéresser aux tubes dans lesquels ça a poussé, mais on va regarder dans les tubes dans lesquels les bactéries n'ont pas poussé, on va regarder s'il y a des survivants là-dedans. Les bactéries, elles ne sont pas mortes, là, on n'a pas idée, on ne sait pas, elles sont peut-être mortes, elles ne sont peut-être pas mortes. Eh bien, on va repiquer le contenu de ces tubes, ici, et on va compter le nombre de bactéries qui sont vivantes. C'est comme ça qu'on va déterminer cette quantité qui est la concentration minimale bactéricide. D'accord? Donc ça se fait en au moins 48 heures, et c'est fort heureusement peu demandé, parce que chez la plupart des patients, il y a un système immunitaire, et à partir du moment où on empêche les bactéries de se développer, le système immunitaire fera le reste et se débarrassera des quelques bactéries qui restent. Bien. Alors, naturellement, un antibiotique, ça ne tue pas à n'importe quelle concentration, et ça ne tue pas de la même façon à toutes les concentrations non plus. On a représenté ici en abscisse le temps d'une réaction de contact entre bactéries et antibiotiques, et à gauche, vous avez le nombre de bactéries par millilitre, par exemple de sang chez un patient ou d'urine, peu importe. Lorsqu'il y a une infection bactérienne, il y a en général entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 bactéries par gramme de prélèvement ou de milieu ou de tissu. Lorsqu'on met un antibiotique en contact avec ces bactéries, lorsqu'on traite un patient, il va se passer les choses suivantes. Si on reprend l'exemple précédent, celui de la gamme d'antibiotiques qu'on a vu, eh bien, si on met 0 ou 0,25 mg par litre d'antibiotiques, vous voyez que les bactéries vont continuer à pousser. Leur nombre va continuer à augmenter pour atteindre des quantités vertigineuses, 10 puissance 9 bactéries par millilitre par exemple. Si on met un peu plus, 0,50, on a vu que 0,50 c'était encore très en dessous de la CMI, alors on va avoir une croissance légèrement ralentie, mais ça pousse toujours. On n'a toujours pas guéri le patient. À partir de 1, c'était le dernier tube qui poussait, ça pousse encore, mais ça pousse lentement. La CMI, nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur minimale, c'est là où, à partir de 2, vous voyez que les bactéries ne se multiplient plus. Mais on peut avoir besoin, idéalement, d'aller faire mieux que ça, c'est-à-dire de diminuer la quantité des bactéries. Et pour diminuer, on va, en augmentant les doses, avoir parfois, souvent, avec des concentrations plus élevées, cet effet qu'on appelle l'effet bactéricide. À partir d'un inoculum initial, 10 puissance 6 bactéries, eh bien, en quelques heures, on va pouvoir, si la quantité d'antibiotiques est importante, on va pouvoir réduire à des traces de bactéries, c'est-à-dire 10 puissance 2 par ml, ce qui n'est pas grand-chose à prendre en charge pour le système immunitaire. Alors, l'intérêt d'avoir un antibiotique très peu toxique, c'est qu'on va justement pouvoir atteindre
les concentrations ici. Malheureusement, il y a peu d'antibiotiques qui sont suffisamment toxiques pour qu'on puisse multiplier par 2, 4, 6, 8, 10 les doses qu'on donne aux patients sans faire de mal à ce même patient. D'accord ? Mais retenez que quand on a la chance d'avoir un antibiotique comme la pénicilline, qui est très peu toxique, eh bien, on va pouvoir augmenter les doses pour augmenter éventuellement la bactéricidie quand cela est requis. Alors, il y a une vieille notion que je vous mentionne, mais qui n'est pas intéressante du tout. On la trouve dans quelques livres et on la trouve dans un certain nombre de recommandations. On vous dit, pour telle maladie, pour telle infection, il faut utiliser des antibiotiques bactéricides. Pour d'autres, il faut utiliser des antibiotiques bactériostatiques. Si on revient au schéma précédent, vous voyez qu'un antibiotique, il peut être simplement bactéricide à une concentration, et puis il est bactériostatique à une concentration, et puis il devient bactéricide quand on multiplie par 2, 4, 6 la concentration. On a défini donc ces antibiotiques dits bactéricides, c'est des antibiotiques dans lesquels le rapport entre la CMB et la CMI est inférieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'antibiotique devient bactéricide à peu près à la même concentration que la CMI. Au pire, à 2 fois la CMI. La CMI, c'est ce qui permet d'arrêter la croissance. Eh bien, un antibiotique dit bactéricide, c'est les antibiotiques qui, dans le même temps, ou juste quand on met 2 fois plus d'antibiotiques, vont tuer les bactéries. En revanche, il y a un certain nombre de molécules, comme les macrolides, les tétracyclines, qui, elles, vont inhiber les bactéries à une concentration donnée, mais vont avoir besoin de 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois cette concentration pour pouvoir tuer les bactéries et pas seulement les empêcher de pousser. C'est cela qu'on va appeler les antibiotiques bactériostatiques par rapport aux antibiotiques bactéricides. Vous voyez que la notion est un peu subtile et je crois qu'elle a fait son temps. Retenez néanmoins que les antibiotiques dits bactéricides, ceux qui tuent à peu près aux mêmes concentrations que la CMI, ce sont les bêta-lactamines, les aminosides et les quinolones. Ce sont les principales familles utilisées en thérapeutique. Un dernier point, c'est l'association des antibiotiques. Vous entendrez, et vous avez probablement déjà à l'esprit, qu'on peut associer des molécules. À quoi ça sert d'associer les antibiotiques ? Les réponses varient quand on pose ça à des gens un peu néophytes. Ça peut être pour augmenter l'effet bactéricide. Vous le verrez, et on le reverra en TP, de temps en temps, quand on associe des antibiotiques, en particulier certaines bêta-lactamines avec certains aminosides, on a une bactéricidie intense, super rapide. Donc là, effectivement, associer les antibiotiques peut avoir un intérêt pour le patient s'il est immunodéprimé. On va tuer plus rapidement les bactéries. Plus important que ça, associer 2 antibiotiques, c'est souvent prévenir l'émergence de mutants résistants. Retenez sommairement que donner un seul antibiotique, c'est prendre le risque que la population bactérienne exposée fasse émerger un mutant résistant, c'est-à-dire une bactérie virulente et résistante au premier antibiotique qu'on a donné. On reviendra sur cette notion, quand on donne 2 antibiotiques, les chances sont à peu près nulles de faire émerger un mutant résistant ou 2 antibiotiques en même temps. Et dans ce cas-là, on préserve la sensibilité des bactéries. Et puis très accessoirement, il y a une 3e circonstance dans laquelle on peut associer les antibiotiques, c'est quand par hasard, et ça n'arrive pas souvent, on a une infection polymicrobienne, c'est rare les infections polymicrobiennes, et il est en général encore plus rare d'avoir des bactéries infectieuses dans le cadre de ce polymicrobisme qui aient des sensibilités très très différentes. On imagine une bactérie qui est sensible à 1 ou 2 antibiotiques, une autre bactérie qui est sensible à 1 ou 2 autres antibiotiques, mais ce n'est pas du tout les mêmes familles. Dans ce cas-là, on sera forcé de faire 2 traitements antibiotiques différents pour les 2 bactéries, et ce sera donc une association d'antibiotiques. C'est assez rare, et je vous demande de penser qu'associer les antibiotiques pour traiter une infection polymicrobienne est en général une mauvaise idée. Il vaut mieux se renseigner auprès de son infectiologue, de son bactériologiste, pour savoir quel antibiotique marcherait sur les 2 ou 3 bactéries présentes sur le site infectieux. Dernière notion, très ancienne, elle est dans les livres et elle est surtout au programme, je vous la donne. On considère que quand on associe les antibiotiques, on va avoir un résultat qui appartient à une de ces 4 catégories. Dans le meilleur des cas, l'effet des 2 antibiotiques donnés ensemble est supérieur à l'effet des antibiotiques donnés séparément. C'est ce qu'on appelle la synergie. Cette synergie, elle est rare, c'est à peu près uniquement les bêta-lactamines et les aminosides. On peut avoir une additivité d'effet,
Les deux effets s'additionnent, l'effet de l'antibiotique A plus celui de l'antibiotique B, c'est l'effet de A et l'effet de B. On peut avoir une indifférence. Dans ce cas-là, c'est le meilleur des deux antibiotiques qui exerce son action. La seule catégorie que je vous demande de connaître, c'est l'antagonisme. Ça, il faut absolument que quand vous prescrivez une association antibiotique, vous connaissiez les effets antagonistes que peuvent avoir des molécules entre elles. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. On associe très rarement des bêta-lactamines entre elles. En général, elles ont des effets antagonistes. Il y a des antibiotiques qui se comportent comme des inhibiteurs de l'action d'autres antibiotiques. On aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est naturellement indiqué dans les bons ouvrages, et en particulier dans le dictionnaire Vidal. On vous dit tel antibiotique ne s'associe pas avec tel autre. Ne le faites pas, c'est une faute professionnelle que de prescrire deux antibiotiques antagonistes, spécialement dans les infections graves. Vous risquez, en essayant de mieux faire, c'est-à-dire en donnant deux antibiotiques au lieu d'un, de faire moins bien et de ne pas guérir votre patient. Il aurait mieux fallu, dans ce cas-là, donner un seul antibiotique. Bien, donc ça, c'était les généralités que vous deviez connaître. Maintenant, on passe au mode d'action des antibiotiques à proprement parler, un peu de mécanique d'action, en réalité de biochimie de l'action des antibiotiques. Et on va voir qu'elle se décline sous 4 modes possibles. L'inhibition de la synthèse de la paroi. On vous a parlé, je pense, il y a 2 séances de la paroi bactérienne, un composant essentiel des bactéries qui n'existe que chez les bactéries. On va avoir l'inhibition des synthèses protéiques au niveau du ribosome et l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques. De façon très accessoire, il y a un 4e mode d'action, c'est la modification membranaire. Certains antibiotiques agissent un peu comme des détergents de la membrane cytoplasmique des antibiotiques. C'est ce qu'on appelle par exemple les polymyxines comme la colistine. Je ne vous en reparlerai pas plus avant dans le cours. Donc retenez qu'il existe quelques antibiotiques, malheureusement très toxiques, qui font de la détertion de parois et que leur chef de file, c'est la colistine. Alors un antibiotique, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une substance qui agit sur des cibles bactériennes et exclusivement sur des cibles bactériennes pour ne pas agir sur les cellules eucaryotes et ne cibler que les bactéries. Je vous ai représenté très schématiquement une bactérie avec son unique chromosome. Ce qui peut se passer sur le chromosome, la synthèse d'ARN messager, les ARN messagers qui sont donc ici transcrits puis dans le cytoplasme traduits par des ribosomes en polypeptides et en protéines. Et puis vous avez la réplication de cet ADN qui est mentionné ici comme processus physiologique essentiel pour les bactéries. Vous avez la membrane cytoplasmique en blanc et un composé qui est présent chez à peu près toutes les bactéries qui est la paroi. Et on va voir qu'à ces différents niveaux, il existe des structures bactériennes qui n'existent pas chez les eucaryotes et sur lesquelles peuvent agir les antibiotiques. Donc ce seront successivement les poisons de la réplication de l'ADN. Les familles importantes sont les quinolones, les sulfamides et les nitroimidazolés. On va revenir là-dessus, mais si vous connaissez bien ce schéma, vous connaîtrez à peu près tout. On va avoir un tout petit peu en aval des antibiotiques qui vont agir non plus sur la réplication de l'ADN, mais sur sa transcription en ARN messager, la transcription des gènes. Et ça, donc, ça va être par exemple le rôle de la rifampicine. Plus nombreuses sont les molécules qui agissent, elles, sur la synthèse, c'est-à-dire la traduction des ARN messagers en protéines au niveau du ribosome. Ce seront les aminosides, les cyclines, les macrolides, mais aussi plein d'antibiotiques un peu orphelins comme le chloramphénicol, l'acide fusidique, etc. On les listera tout à l'heure. Et enfin, la cible de choix, cette structure très particulière qui n'existe absolument pas chez les cellules eucaryotes, quelles qu'elles soient, c'est la paroi bactérienne et sa synthèse, et les grandes familles d'antibiotiques que sont les bêta-lactamines et les glycopeptides, comme la vancomycine, agissent à ce niveau-là, et c'est probablement le meilleur endroit où inhiber la croissance des bactéries. Si vous connaissez ce schéma, si vous le mémorisez, vous saurez l'essentiel de ce que je vous demande de savoir à la fin de l'année. Maintenant, on va quand même rentrer dans les détails de la façon dont ça fonctionne, et on va commencer par la fin, ce que je viens de vous montrer en dernier, ici, l'inhibition de la paroi bactérienne, la synthèse de la paroi bactérienne. Ce sont des notions qui sont essentielles que vous connaissiez. La paroi bactérienne, c'est une structure qui, au vu de ce schéma, peut vous paraître un petit peu compliquée. On va voir que c'est tout à fait simple.
Vous imaginez ça comme une espèce de tissu épais. Dans ce tissu, il y a des fibres, et les fibres, c'est l'enchaînement de ces petits cubes bleu foncé et bleu clair. Ça, ce sont des sucres un peu particuliers, N-acétylglucosamine ici, et puis surtout N-acétylmuramique, c'est une N-acétylglucosamine légèrement modifiée. Elle est caractéristique des bactéries, elle n'existe nulle part ailleurs dans le vivant. D'accord ? Donc ça, ce fil, cet enchaînement de ces cubes, ça va être la trame du peptidoglycane, de la paroi bactérienne. Comment est-ce que ces trames vont être arrangées entre elles ? Eh bien, elles vont être... Pardon, c'est la chaîne. Si on prend l'analogie avec un tissu, c'est la chaîne. Et comment est-ce qu'elles vont être tramées ? Eh bien, elles vont être tramées non plus par des sucres, mais par des petits peptides. Ces petits peptides sont représentés ici par des petits œufs de couleurs différentes. Un certain nombre partent directement du N-acétylmuramique. Ce sont ces petits assemblages de molécules ici. Et ils vont être pontés les uns avec les autres pour faire un peptidoglycane rigide. Je vous rappelle, je pense qu'on vous l'a déjà dit, le peptidoglycane, la paroi, ça n'est pas une membrane, ce n'est pas quelque chose d'étanche. Il faut plutôt voir ça comme un grillage, surtout un grillage rigide, mais qui est très perméable à toutes les molécules. Les bactéries doivent pouvoir se nourrir à travers. Mais c'est un grillage rigide, solide, qui maintient l'intégrité de la bactérie. D'accord ? Donc c'est vraiment, pensez à ça plutôt comme un grillage. Donc imaginez que ce grillage est fait donc, de ces enchaînements de sucre et de ces assemblages. Alors comment se fait l'assemblage ? Eh bien, ce que la bactérie exporte, ce sont des morceaux de la chaîne ici, avec N-acétylglucosamine et N-acétylmuramique, et le peptide qui se trouve ici. Donc ça, c'est exporté à l'extérieur de la bactérie et ça va être pris en charge par des petites usines. Et ces usines, ce sont les fameuses PLP, protéines liant la pénicilline. Vous imaginez bien que leur premier rôle, ce n'est pas de lier la pénicilline, mais ça va être de fabriquer le peptidoglycane. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire une réaction simple mais absolument fondamentale. Elles vont faire le pontage entre les unités qui sont ici et ces ponts ici pentaglycine, parce que c'est l'exemple d'un staphylocoque qui est utilisé, mais ça varie selon les espèces. Elles vont faire la liaison entre cette chaîne et les chaînes voisines. Ce pontage va se faire de façon très simple, c'est toujours les deux derniers acides aminés du pentapeptide qui se trouve ici, qui vont être pris en charge par la transpeptidase et qui vont être ici liés à d'autres acides aminés. Cette réaction s'appelle la transpeptidation et elle a un résultat qui est de faire la liaison ici entre cette déalanine et cette glycine, que vous voyez ici, pareil, ici. La liaison se fait et il y a éjection d'une deuxième déalanine. Alors si vous avez un peu de culture biochimique, vous vous rendrez compte que déalanine, ce n'est pas quelque chose de courant. Vous savez que dans le vivant, la plupart des acides aminés sont lévogyres pour différentes considérations là-dessus. On pense qu'ils sont un peu plus stables que les acides aminés dextrogyres. Donc une molécule qui se termine par un DALA, c'est quelque chose d'extrêmement original dans le vivant. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et là encore, si ça n'existe que chez les bactéries, c'est probablement une très bonne cible. Et effectivement, plusieurs molécules vont agir au niveau de cette transpeptidation, de ce DALA. Donc, transpeptidation, étape essentielle, c'est la réticulation du peptidoglycane, c'est la formation du grillage à partir des fils de fer, et c'est une liaison ici et l'éjection d'une déalanine. Comment fonctionnent les bêta-lactamines ? Les bêta-lactamines, c'est la très grande famille des pénicillines, des céphalosporines, des carbapénèmes. On aura l'occasion de les voir en TP, famille très riche, avec des molécules pleines d'activités différentes. La structure de ces molécules, c'est essentiellement, ce qui est entouré en jaune ici, un hétérocycle tout à fait particulier, ça, là aussi c'est rare dans la nature, c'est un hétérocycle carré, c'est le fameux cycle bêta-lactame. Ce cycle bêta-lactame ici, avec sa fonction cétone ici, c'est la caractéristique des bêta-lactamines, et on le rencontre très très rarement. Vous voyez qu'il est présent aussi bien chez les pénicillines, qui ensuite ont un hétérocycle à 5 sommets ici, que chez les céphalosporines. Et certaines molécules, certaines bêta-lactamines, n'ont que le cycle bêta-lactame, l'astréonam par exemple. Elles n'ont que ça, c'est le minimum pour que ça fonctionne, un cycle bêta-lactame. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce cycle-là ? Eh bien parce qu'il y a une analogie
entre la structure du cycle bêta-lactame, ici, et le fameux DHA-DHA qu'on vient de voir sur le schéma. Qu'est-ce qui se passe quand on met une bêta-lactamine au même endroit qu'un DHA-DHA? Eh bien, les transpeptidases qui s'occupaient du DHA-DHA, elles détournent leur attention et elles vont se fixer sur la bêta-lactamine plutôt que sur le DHA-DHA. Elles ne fabriquent donc plus le peptidoglycane, puisqu'elles ne font plus les liaisons peptides. Elles sont bloquées par la bêta-lactamine. La bactérie s'arrête de pousser. C'est pour ça qu'on appelle les transpeptidases les protéines liant la pénicilline. Mais ce ne sont pas vraiment les choses les plus importantes. Alors, comment ça marche en vrai? En tout cas, sur un schéma. Je vous ai représenté le peptidoglycane à nouveau. Je vous ai représenté la bêta-lactamine avec son cycle bêta-lactame. Eh bien, dans cette représentation-là, on ne comprend pas tellement pourquoi ça ressemble à ça. Il y a très longtemps, ça fait partie des toutes premières molécules chimiques qui ont été cristallisées. On a établi la structure tridimensionnelle des bêta-lactamines. Et là, on s'est aperçu que cette structure tridimensionnelle que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, oui, vous la voyez. Vous voyez ici le cycle bêta-lactame, le fameux cycle carré. Le cycle carré contraint la molécule à une forme particulière. Et si on met cette forme en regard du DHA-DHA, voici la déalanine, la première, et voici la deuxième, eh bien vous voyez qu'il y a la même structure, une structure extrêmement proche, qui explique que les PLP, les transpeptidases, les protéines liant la pénicilline, quand on les met en présence d'une bêta-lactamine, eh bien elles se fixent sur la bêta-lactamine et elles oublient d'aller faire la transpeptidation du DHA-DHA. D'accord ? Une bêta-lactamine, c'est un leurre pour les PLP. Et c'est un leurre particulièrement efficace parce que quand une bêta-lactamine se fixe sur une PLP, elle ne la lâche plus. Donc c'est une inhibition qui est irréversible et ça permet à ces molécules d'avoir une efficacité sur le temps, sur la durée. On est d'accord? C'est assez important de comprendre ça parce que les bêta-lactamines, vous les utiliserez forcément et vous les utiliserez des centaines ou des milliers de fois dans votre vie. Il faut que vous compreniez comment elles marchent pour savoir surtout comment elles ne marchent pas quand les bactéries deviennent résistantes. Ce sera le sujet du cours suivant. Mais il faut que vous connaissiez ce mécanisme-là pour comprendre la résistance. Et la résistance aux bêta-lactamines, c'est un véritable problème de santé publique. Bien, alors, conséquence de cette inhibition, ce sont des molécules qui sont bactéricides, c'est-à-dire qu'aux concentrations où elles inhibent la croissance des bactéries, elles tuent les bactéries aussi. Une bactérie sans peptidoglycane, c'est une bactérie qui meurt, en général par choc osmotique, elle explose. Et leur spectre, à l'origine très étroit, celui de la pénicilline G, a été énormément étendu par les chimistes et on a des molécules à très très large spectre. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, la molécule qui a le spectre le plus large, qui tue le plus d'espèces bactériennes tout venant, c'est l'imipénème, un carbapénème, donc une bêta-lactamine. Là aussi, vous verrez tout ça en pratique en TP. Il y a une autre famille qui a été découverte il y a très longtemps, puisqu'on a vu sur le tableau tout à l'heure qu'en 1956, la vancomycine avait été découverte, purifiée et quasiment mise sur le marché. Ces molécules de la famille de la vancomycine s'appellent les glycopeptides. L'autre assez connu, c'est la thécoplanine, avec quelques molécules qui sont maintenant en voie de développement, en voie de commercialisation ou déjà commercialisées, comme la ramoplanine ou la daptomycine. Je vous les cite parce que si vous travaillez à l'hôpital, vous aurez probablement à les utiliser dans les années à venir. Ce sont des molécules qui agissent presque de la même façon que les bêta-lactamines, mais elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont très toxiques. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Eh bien, elles se fixent sur le DHA-DHA. Je reprends le schéma. Tout à l'heure, on a vu que les bêta-lactamines, elles, allaient bloquer les transpeptidases qui interagissaient avec le DHA-DHA. Là, c'est directement l'antibiotique, ce gros antibiotique naturel, il est issu d'une bactérie à gram positif de la famille des Nocardia. Ce gros antibiotique, qui est représenté ici en forme plane, est en réalité une espèce de poche qui a pile la taille du DHA-DHA. Quand on donne cette molécule et qu'elle arrive jusqu'au peptidoglycane, elle se fixe ici comme un capuchon
sur le DHA-DHA. Et là, les transpeptidases ne voient plus le DHA-DHA puisqu'il est couvert par ce bouchon. Donc finalement, le mécanisme, le résultat est exactement le même. Ça agit au même niveau que les bêta-lactamines, ça empêche la transpeptidation. Ici. Mais là, c'est un effet direct sur le DHA-DHA, ce n'est pas un effet sur les transpeptidases qui font la transpeptidation. Deux modes d'action extrêmement proches, des spectres assez différents, pour une raison assez simple, c'est que, vous l'avez vu, la taille d'une bêta-lactamine, c'est petit, ça ressemble à un gros acide aminé, ça rentre partout. En revanche, la vancomycine, c'est une molécule énorme, et cette molécule énorme, elle ne peut pas passer la membrane externe des bactéries qui en ont, et vous savez que les bactéries qui ont une membrane externe, ce sont les bactéries à grammes négatifs. Donc seules les bactéries à grammes positifs seront sensibles à la vancomycine. La vancomycine n'arrivera au peptidoglycane que chez ces bactéries-là. Donc le spectre limité au gramme plus, c'est un énorme inconvénient. Elles ont un gros avantage, c'est d'être bactéricides, le plus souvent. Elles sont bactéricides plus lentement, malheureusement, que les bêta-lactamines, à quelques exceptions près. Et puis on verra leur toxicité qui, elle, est importante, bien supérieure à celle des bêta-lactamines, ce qui explique que, bien que découverte en 1956, la vancomycine n'est finalement rentrée dans l'arsenal thérapeutique que quand on n'a plus pu faire autrement. Et c'est seulement à partir des années 80-90 qu'on va l'utiliser larga manu. Pourquoi? Parce que les staphylocoques dorés sont devenus résistants à toutes les bêta-lactamines et qu'il ne reste plus que la vancomycine pour les tuer. Alors, il y a un dernier antibiotique dont je vous ai mis le nom, c'est la phosphomycine, antibiotique qui inhibe la synthèse du cube bleu. Je vous ai dit qu'il y avait un cube bleu qui était spécifique des bactéries, N-acétylmuramique. Il est fabriqué à l'intérieur de la cellule. Eh bien, la phosphomycine, elle agit à l'intérieur de la cellule bactérienne en inhibant la synthèse du cube bleu. Pas de cube bleu, pas de chaîne, pas de bactéries viables. À côté de ça, on aura l'occasion d'en reparler pendant le cours sur la tuberculose, il existe quelques inhibiteurs spécifiques de la synthèse de parois d'une catégorie tout à fait particulière de bactéries qui sont les mycobactéries. Ces substances ne servent qu'à traiter la tuberculose ou quelques infections à mycobactéries, parce qu'il y a quelques autres espèces qui donnent des infections. Et la tuberculose donc, se traite avec ces molécules spécifiques que sont l'isoniazide, le pyrazinamide et l'éthambutol. Commencez à retenir ces noms, ils sont extrêmement importants. Vous devrez non seulement savoir à quoi ils correspondent, mais surtout comment les utiliser. Eh bien, il y a des composants dans la paroi des mycobactéries qui n'existent pas chez les autres bactéries, en particulier les acides mycoliques. Ces acides mycoliques donc, sont enchâssés dans le peptidoglycane des mycobactéries. On ne les trouve ni chez les staphylocoques ni chez Escherichia coli. Ils existent uniquement dans les bactéries de la famille de la tuberculose. Et si on inhibe leur synthèse, eh bien on inhibe spécifiquement la croissance des mycobactéries. L'éthambutol fonctionne à peu près de la même façon. Il n'agit pas sur la synthèse des acides mycoliques, mais il agit sur la fixation des acides mycoliques dans la paroi. Et comme les mycobactéries ont besoin d'acides mycoliques pour vivre, si on empêche leur synthèse ou si on empêche leur fixation dans la paroi, eh bien les mycobactéries ne peuvent pas pousser. Ça, c'est le mécanisme central. L'inhibition de la synthèse de la paroi, c'est le mécanisme central d'action. Vous devez absolument le connaître. La synthèse protéique, vous me direz, ça c'est un mécanisme. L'inhibition de la synthèse protéique, c'est un mécanisme à risque, parce que la synthèse protéique, elle se fait par des ribosomes qui lisent de l'ARN messager, et ça, toutes les cellules eucaryotes, notamment celles du patient, sont capables de le faire. Eh bien, on a de la chance avec les bactéries, c'est que le ribosome bactérien est tout à fait différent du ribosome des cellules eucaryotes. Il n'a pas la même taille, il n'a pas la même structure, la même conformation, il fonctionne de la même façon, mais il est très différent. Et il y a toute une gamme d'antibiotiques naturels qui vont fonctionner en inhibant la synthèse protéique. Les antibiotiques sont listés ici, et on peut dire donc que leur mode d'action, c'est d'inhiber la traduction. La traduction, qu'on soit bien clair, c'est l'étape de lecture de l'ARN messager en une chaîne polypeptidique. Comment est-ce qu'ils vont fonctionner comment vont fonctionner ces différentes molécules? Eh bien, elles vont se fixer sur le ribosome à différents endroits. Et pour essayer de faire simple et de vous montrer comment ça marche, et pourquoi il y a tant de molécules qui fonctionnent là-dessus avec des structures chimiques très différentes, eh bien, on va prendre l'exemple des aminosides, une grande famille très utilisée en thérapeutique, malgré sa toxicité, c'est dire s'ils sont efficaces.
Les aminosides, comme leur nom l'indique, sont des oses, des glucides aminés. Vous voyez que ce sont des sucres, hein, ici des formes chaises de sucre. Et ils ont un certain nombre de fonctions amines, c'est pour ça qu'on les appelle les aminosides. Dans cette famille, des antibiotiques très importants comme la gentamicine ou l'amicacine, que vous serez amené à prescrire, et puis la streptomycine, qui a une importance historique, et encore de temps en temps dans la tuberculose. Eh bien, comment fonctionnent ces petites molécules? Là, vous voyez que c'est à peu près de la taille de 3 sucres. C'est pas gros, c'est beaucoup moins gros que la vancomycine. Ça rentre très très bien à l'intérieur des cellules. Les bactéries, elles les reconnaissent comme des sucres, elles les font rentrer comme des sucres. Eh bien, ils vont interagir avec le ribosome. Ils vont interagir avec des protéines ribosomales, peu importe. La conséquence de cette interaction, ça va être un blocage du fonctionnement du ribosome. Ce qui a étonné les gens qui sont intéressés au processus, c'est que l'aminoside se fixe à un endroit du ribosome qui n'est pas du tout le site où se fait la traduction. Mais en se fixant à cet endroit-là, il va quand même réussir à bloquer les synthèses. Sur ce schéma, un ribosome, qui est un peu tête à l'envers par rapport à ce que vous voyez d'habitude, la grande sous-unité est là, la petite sous-unité est là, et vous savez que l'ARN messager, il se balade quelque part par là où il est traduit. Il y a un site très très important ici, qui est le site par lequel sort la chaîne peptidique, quand elle est la chaîne nouvellement formée. Elle sort par une région du ribosome qui se trouve à peu près là. Eh bien, quand on donne de la streptomycine, un aminoside classique, il va se fixer sur le ribosome, mais pas du tout au niveau où va s'exercer son effet inhibiteur. Ça se fixe dans une poche. Vous savez que l'ARN, c'est des repliements d'acide ribonucléique. Le ribosome, c'est des repliements d'acide ribonucléique, quelques protéines pour stabiliser. Eh bien, il y a des poches, et la streptomycine, elle a pile la taille d'une poche ici. Elle rentre dans cette poche, et quand elle rentre dans cette poche, elle modifie à distance la conformation complète du ribosome. Et elle va écraser à un endroit cette boucle 530 chez Escherichia coli. Elle va écraser cette boucle et elle va empêcher la chaîne peptidique de sortir. La chaîne est bloquée. La bactérie fonctionne, le ribosome fonctionne très bien. Il est capable de décrypter le message de l'ARN messager, il est capable d'accueillir des ARN de transfert, mais la chaîne n'arrive plus à sortir ici. Et vous voyez que c'est un effet qui est tout à fait à distance de l'endroit où se fixe l'aminoside. Donc ça explique qu'il y ait plein de molécules de structures différentes qui agissent sur le ribosome. Elles agissent à différents endroits, mais ça modifie suffisamment le ribosome pour qu'à distance, il y ait un effet de blocage au niveau de la sortie de la chaîne ici, où on va le voir avec les cyclines au niveau du saut des acides aminés sur la chaîne néoformée. Donc, si je le représente en 2 dimensions, hein, c'est ici que va se faire le problème de sortie de la chaîne peptidique néoformée. Eh bien, les aminosides, ils empêchent le glissement de cette chaîne vers l'extérieur. Pas de protéines formées, pas de fonction bactérienne, une bactéricidie puissante et rapide. Ce sont des antibiotiques bactéricides. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près les seuls pour lesquels on ait démontré une synergie avec les bêta-lactamines. Ils ont un inconvénient majeur par rapport aux pénicillines, c'est leur toxicité rénale et leur toxicité cochléaire. Ce sont des antibiotiques qui rendent sourds. Les macrolides, on continue le catalogue. Une action également sur les ribosomes, des structures beaucoup plus complexes, vous les voyez ici, elles sont beaucoup plus grosses. Quand vous voyez des grosses molécules comme ça, c'est un peu comme pour la vancomycine, ça va essentiellement marcher sur les grammes plus et peu ou pas sur les grammes moins. Ces antibiotiques-là agissent eux aussi sur le ribosome, ils vont agir sur la sous-unité 50S, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En revanche, ce qui est plus précis, maintenant on le sait, ils vont agir sur l'élongation protéique par la peptidyltransférase, c'est-à-dire cette étape-ci, si je reviens en arrière, c'est l'étape où ici, la chaîne peptidique néoformée va sauter sur l'acide aminé, qui vient d'être apporté par l'ARN de transfert. Vous savez que l'élongation de la chaîne se fait de cette façon-là. La chaîne néoformée, elle a glissé ici sur le dernier acide aminé de transfert, le dernier acide ribonucléique de transfert. Quand un autre ARNT arrive, la chaîne saute et s'allonge d'un élément. Et ensuite, l'ensemble chaîne néoformée et ARNT va glisser
libérant à nouveau un codon sur lequel va venir un nouvel ARN de transfert avec son acide aminé. Mais le saut ici est inhibé par les macrolides, ce qu'on appelle le peptidyl transfert. Et ça, c'est inhibé par les macrolides. Le défaut des macrolides, pour certains, c'est le fait qu'ils sont plutôt bactériostatiques que bactéricides. Donc, si vous vous souvenez ce que ça veut dire qu'il faut donner beaucoup plus de macrolides pour tuer les bactéries qu'il n'en fallait pour juste arrêter la croissance bactérienne. Donc, ça va être des antibiotiques utilisés plutôt dans des infections bénignes, ou parfois, parce qu'ils ont une très bonne diffusion intratissulaire et intracellulaire pour certains, pour aller traiter spécifiquement des infections dues à des bactéries intracellulaires. Et ça va être le cas du traitement de la légionellose. On aura l'occasion d'y revenir. Donc les macrolides, le chef de file, c'est l'érythromycine, mais il y a plein de molécules comme la josamycine, comme dans les molécules récentes, la roxythromycine, le nom de spécialité c'est le Zitromax, la clarithromycine, qui sont des antibiotiques très utilisés. Les tétracyclines, des molécules un peu moins utilisées, mais qui servent à traiter certaines infections particulières assez graves, mais rares heureusement comme la brucellose. Ce sont les cyclines. Eh bien, les cyclines, là encore, agissent sur le ribosome. Comme les macrolides, elles sont plutôt bactériostatiques. Elles se fixent à un endroit de la petite sous-unité du ribosome. Bon, c'est pas très important, mais... Et là encore, par déformation à distance, elles vont, déformer le site d'accueil de l'ARN de transfert avec son acide aminé. Chaque nouvel ARN de transfert qui arrive avec un acide aminé, vous vous souvenez, je ne sais pas si j'ai encore un schéma là, on va revenir en arrière. Le site ici, c'est le site d'acceptation des nouveaux ARN de transfert, le site A. Eh bien, lorsqu'on donne une tétracycline, elle déforme la sous-unité du ribosome ici, de façon à empêcher la fixation de nouveaux ARN de transfert. Elle bloque donc la synthèse protéique et elle empêche les bactéries de pousser. Bien, donc ça, antibiotiques plutôt bactériostatiques. Celles qui sont à connaître sont essentiellement la minocycline, utilisée pour le traitement des infections à bactéries à gram positif. Ça s'appelle minocine, le nom de spécialité. Et la doxycycline, c'est celle que vous serez amené à utiliser le plus souvent. Son nom de spécialité historique, c'est vibramycine. On a vu l'inhibition de la synthèse de la paroi, on a vu l'inhibition de la fonction ribosomale de traduction. On va voir maintenant l'inhibition de synthèse des acides nucléiques. Rares sont les antibiotiques qui agissent à ce niveau-là, mais là encore, on a de la chance, c'est que la synthèse de l'ADN, la duplication de l'ADN chez les bactéries, elle ne se fait pas avec les mêmes enzymes que celles qui font la duplication de l'ADN chez les eucaryotes, donc chez l'homme. Donc il y a quelques cibles intéressantes, et la cible la plus intéressante, c'est l'ADN lui-même, avec une grande famille très utilisée. La plus utilisée avec les bêta-lactamines sont les quinolones. Quinolones, c'est une famille très riche avec des molécules très anciennes. La caractéristique, je vous l'ai dit tout à l'heure, molécules entièrement synthétiques. Ce n'est pas des molécules qu'on a trouvées dans la nature. Peut-être la raison pour laquelle les résistances sont apparues un peu plus tard. Molécules historiques au début avec un spectre très étroit, l'acide nalidixique, le négram pour traiter les infections urinaires. Ici, on a une molécule voisine qui s'appelle l'acide pipémidique, le pipram. C'est la molécule qui est à l'hôpital, à la pharmacie. Et puis, à partir des années 80, 84 précisément, une nouvelle génération de quinolones modifiées par les chimistes qu'on appelle les fluoroquinolones, avec des molécules à très large spectre, comme l'ofloxacine, mais surtout la ciprofloxacine, qu'on a évoquée tout à l'heure. Molécule à spectre très très large, gramme plus, gramme moins, intracellulaire, molécule assez fabuleuse. Et un mode d'action qui est tout à fait original parce qu'il agit sur le chromosome des bactéries exclusivement. Alors, comment est-ce qu'il est possible d'agir sur le chromosome des bactéries et pas sur celui des cellules eucaryotes? Eh bien, la réponse sur ces schémas qui sont un petit peu pâles, mais qui finalement sont assez explicites, vous savez que l'empaquetage du matériel génétique chez les eucaryotes, c'est les chromosomes, mais les chromosomes empaquetés sous forme de chromatine, un assemblage du chromosome, lui-même stabilisé par des histones et elle-même repliée de façon à faire une masse homogène et protégée, et le tout enrobé d'une membrane nucléaire. Eh bien, chez les bactéries, c'est beaucoup plus simple, il y a un seul chromosome et il est à peu près libre. Il n'y a pas d'histone, il n'est pas stabilisé. Comment est-ce qu'on va faire rentrer
un chromosome qui fait 1,5 cm, par exemple, chez Escherichia coli, dans une cellule qui fait 2 microns de taille, eh bien, il va falloir l'enrouler. Eh bien, cet enroulage, on peut en trouver une image avec cette analogie avec les fils du téléphone, du temps où les téléphones avaient des fils. Eh bien, le fil du téléphone, pour tenir moins de place, pour qu'on puisse le tirer quand même, il était enroulé sur lui-même. Et puis, quand on tordait un peu, il se surenroulait. Hein, ces espèces de formes qui faisaient qu'on était toujours gêné et qu'on détordait les fils du téléphone. Eh bien, chez les bactéries, c'est utilisé pour empaqueter le chromosome. Il y a un enroulement, il y a un super enroulement, mais ce super enroulement, contrairement au téléphone, il est plus efficace parce qu'il va stabiliser le chromosome. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, l'ADN est naturellement double brin. Les bactéries sont capables, pour surenrouler leur ADN, de cliver les deux brins, les séparer, les faire pivoter et les remettre l'un en face de l'autre, le brin numéro 1 en face du brin numéro 2. Ce système va permettre de faire des rotations très serrées. Et ce super enroulement, c'est quelque chose de très actif. À partir du brin natif, du double brin natif, il va y avoir une césure, un clivage, puis un retournement et une refixation des deux brins ensemble, un recollage des brins ensemble. Vous imaginez bien que le chromosome, une fois qu'il a été tordu comme ça, il n'est plus lisible. La bactérie ne peut plus le diviser et elle ne peut plus faire d'ARN messager à partir de ça. Donc chaque fois que la bactérie a besoin de se servir de son chromosome, c'est-à-dire très très souvent, eh bien, elle va faire l'opération inverse, elle va casser le super-enroulement et elle va réapparier dans le bon sens les fils. Eh bien, les enzymes qui sont responsables de cette structure topologique de l'ADN s'appellent des topoisomérases. Eh bien, la cible des quinolones, ce sont ces fameuses topoisomérases. Donc ça n'existe absolument pas chez les eucaryotes, et c'est spécifique des bactéries, c'est pour ça que ça marche si bien sur les bactéries. Alors ces topoisomérases, elles ont la forme, c'est des complexes multi-enzymatiques, multimériques en tout cas, avec des sous-unités, ça a la forme d'une selle de cheval que vous voyez ici. Et cette selle de cheval, elle vient se fixer sur le brin qu'il faut casser, puis réapparier. Eh bien les quinolones, elles ont une structure plane qui est ici, et elles s'assemblent deux par deux. Vous voyez que là, il y a deux molécules l'une sur l'autre, deux molécules l'une sur l'autre, et elles viennent se fixer précisément au cœur du complexe de la topoisomérase et elles le bloquent. Donc, une quinolone, 4 molécules de quinolone se fixent et empêchent le déroulement, surenroulement de l'ADN bactérien. Et ça, c'est absolument mortel. Les bactéries n'y survivent pas. Conséquence, ce sont des molécules bactéricides, très rapidement bactéricides. La CMI est égale à la CMB. Si vous arrêtez la croissance des bactéries, c'est que vous les avez tuées. Et leur spectre est très large. On va voir que peu de bactéries leur échappent. On verra qu'elles ont un gros inconvénient, c'est que la résistance a émergé très très vite. D'accord ? Dernier point important sur la synthèse de l'ADN. Les bactéries, elles ne font pas que dérouler, enrouler leur ADN, elles se divisent. Et les enzymes qui fabriquent de l'ADN lors de la division, c'est ce qu'on appelle les ADN polymérases ADN dépendantes. Celles-là, elles ressemblent pas mal aux enzymes eucaryotes. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est que les enzymes qui fabriquent les ARN messagers à partir des gènes, c'est-à-dire les ARN polymérases ADN dépendantes, elles sont très spécifiques des bactéries. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec les ARN polymérases des cellules eucaryotes. Et là encore, on a une cible pour certains antibiotiques. Il y a une très grande famille qui empêche la synthèse des ARN messagers bactériens exclusivement, c'est les rifamycines. Le chef de file, c'est la rifampicine. Et ça agit très en amont. C'est très intéressant parce que s'il n'y a pas de synthèse d'ARN messager, il n'y a naturellement pas de synthèse protéique et pas de survie bactérienne. Donc ces antibiotiques bactéricides sont une famille très importante qui a un spectre très très large, en tout cas pour la rifampicine, qui sont bactéricides, et ça marche même sur les mycobactéries, ces fameuses bactéries comme l'agent de la tuberculose, qui sont peu sensibles aux autres antibiotiques. Le gros défaut, un peu comme pour les quinolones, c'est que malheureusement, les ARN polymérases peuvent muter très très facilement et continuer à fabriquer de l'ARN messager alors qu'elles ne sont plus sensibles à la rifampicine. On verra que c'est un des gros défauts et qu'on ne peut jamais les utiliser toutes seules. Il faut toujours les utiliser en association pour éviter l'émergence de mutants résistants. Donc ça, c'était le niveau de polymérisation de l'ARN, c'est-à-dire de synthèse de l'ARN messager à partir du chromosome et des gènes.
Toujours au niveau de l'ADN, encore plus en amont, on a deux familles de molécules, les sulfamides et le trimétoprime, souvent associées dans une spécialité comme le Bactrim, on appelle ça le cotrimoxazole, ça c'est la DCI, Bactrim, Esaprime, ce sont les dénominations commerciales, les noms déposés. Eh bien ces sulfamides, eux, vont agir sur la synthèse du chromosome, mais très en amont, puisqu'ils vont agir sur la synthèse de la moitié des bases de l'ADN, c'est-à-dire des purines. Les purines, je vous rappelle, c'est A et G, l'adénine et la guanine. Ces bases sont produites grâce à la synthèse de l'acide folique et de l'acide tétrahydrofolique. Et bien c'est au niveau de la synthèse de l'acide folique qu'agissent les sulfamides et le trimétoprime. Donc ils agissent très très en amont. Et curieusement, ils agissent essentiellement sur les bactéries. Vous pouvez imaginer quand même que des substances suffisamment toxiques pour agir sur la synthèse des purines vont avoir des effets sur un certain nombre de cellules eucaryotes. Et effectivement, le cotrimoxazole, ça va être actif sur certains champignons ou sur certaines cellules eucaryotes. Et puis, ça risque d'avoir des effets indésirables chez les patients. Et le trimétoprime en particulier, chez un certain nombre de patients, va empêcher la synthèse des purines du malade. Et ça, c'est un effet indésirable qui grève leur utilisation. Enfin, dernière famille qui agit sur la synthèse, sur la structure de l'ADN, cette fois-ci, ça c'est des molécules extrêmement originales et qui vont vous paraître au premier abord extrêmement toxiques. Les nitroimidazoles sont des molécules très dangereuses parce qu'elles coupent l'ADN. Ce sont des molécules qui sont des espèces de couteaux à ADN. Vous me direz, là, si on se met à donner ce type de molécules à l'homme, eh bien, on va couper aussi bien l'ADN des bactéries que l'ADN de l'homme. Eh bien, on s'est aperçu que, en réalité, ce qui coupait l'ADN, ce n'était pas la forme nitroimidazolée que vous avez ici. Vous voyez que c'est un petit cycle tout simple, un imidazole, avec ici un groupement nitré. Eh bien, c'est seulement lorsque ce groupement NO2 est réduit, ici, 2 fois, en NaOH, qu'on va avoir l'effet couteau qui coupe l'ADN, et l'ADN chromosomique en particulier. Et pour faire cette réaction-là, elle ne se fait quasiment pas dans les cellules eucaryotes. En tout cas, pas chez les vertébrés supérieurs et pas chez l'homme. En revanche, chez certaines bactéries, chez les bactéries qu'on appelle les bactéries anaérobies strictes, on va avoir des enzymes comme la flavodoxine ou la ferrodoxine qui vont pouvoir réaliser cette réduction. En d'autres termes, quand vous donnez un nitroimidazole à une bactérie, elle l'ingère et dans le cytoplasme, il va y avoir réduction en ce composé ici qui est toxique et qui va couper l'ADN et probablement aussi l'ARN. Donc chez ces bactéries anaérobies, on a la chance d'avoir des molécules qui fonctionnent de façon très spécifique par activation d'une prodrogue, on va dire. Alors les cellules humaines sont incapables de faire cette réduction. Donc ce ne sont pas des composés toxiques pour l'homme, ils sont même très bien tolérés. Mais il y a certaines cellules eucaryotes assez primitives, et notamment des protozoaires, qui sont capables de faire cette réduction. Et cette réduction, on va l'observer chez Trichomonas. Trichomonas, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un agent de vaginite, Trichomonas vaginalis. Ça va marcher chez les amibes, donc ça c'est important. Et donc on va pouvoir se servir de cet antibiotique antibactérien pour traiter certaines parasitoses dues à des cellules eucaryotes. Donc vous voyez que certains antibiotiques débordent un tout petit peu. Et puis dernière chose qui ne figure pas sur cette diapo, je vous ai dit que les nitroimidazolés fonctionnaient sur les bactéries anaérobies exclusivement. Comme d'habitude, il y a une exception à la règle et cette exception est extrêmement importante. Il y a une bactérie que probablement au moins 50% d'entre vous hébergent qui donne des infections vraiment très graves, qui donne des ulcères, en particulier digestifs, c'est Helicobacter pylori. Et Helicobacter pylori, qui est pourtant une bactérie aérobie, est capable de faire la réduction des nitroimidazolés en composés qui sont capables de couper l'ADN. Alors, ce sont des molécules qu'il faut connaître et que vous utiliserez pour traiter les infections. Alors, une conclusion à ce cours. Tout ce que je vous ai exposé maintenant, c'est des choses qui étaient connues depuis, on va dire, depuis la fin des années 80. Le cours, il n'a pas changé depuis. On a affiné un peu les modes de fonctionnement. Alors, quel est l'avenir? Est-ce qu'il va y avoir d'autres molécules? Est-ce qu'on va enfin, après 30 ans de disette, avoir
de nouveaux antibiotiques. Et pour l'instant, rien en perspective. Pour l'instant, on continue à fonctionner avec des antibiotiques qu'on a trouvés dans le sol, dans des moisissures, et il y a peu de perspectives. Les seules perspectives qu'on ait, c'est de découvrir la façon de fonctionner des bactéries virulentes et de créer des molécules qui antagonisent les mécanismes de virulence. Jusqu'à maintenant, quand on tue une bactérie avec un antibiotique, on tue la bactérie pathogène, mais on tue également 90 à 99% de la flore totale du patient. Vous prenez un comprimé d'augmentin ou un comprimé de clamoxyle et vous nettoyez votre tube digestif. Mais c'est nettoyé au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que toutes les bactéries protectrices du tube digestif disparaissent. Donc le traitement antibiotique n'est pas du tout satisfaisant en lui-même. Pour tuer une mouche, on utilise un marteau-piqueur et on détruit tout ce qu'il y a autour. Les grands objectifs de la recherche sur les antibiotiques sont les suivants maintenant, c'est étudier la façon dont les bactéries pathogènes et uniquement elles fonctionnent et essayer d'aller inactiver spécifiquement ce qui les rend pathogènes. Comme ça, on ne touchera pas aux autres bactéries, on maintiendra la flore et ce sera très spécifique. On a identifié plein de mécanismes de virulence qui pourraient être de très belles cibles. Malheureusement, on est incapable pour l'instant de trouver les molécules qui antagonisent ces mécanismes-là. C'est le défi des 20 prochaines années, puisque dans 20 ans, on est sûr, c'est déjà un peu le cas maintenant, il existera des infections bactériennes qui ne seront plus traitables par les antibiotiques. Et le miracle qui s'est opéré dans les années 40, vous savez que pendant des milliers d'années, les hommes n'ont pas pu traiter des infections, soit leur immunité suffisait pour se guérir et ils guérissaient, soit ils mouraient. C'est le cas de la peste, par exemple. Et bien, à partir de 1940, d'un coup, on a réussi à soigner de façon définitive ces maladies en donnant des molécules simples. Eh bien, ce miracle, il est en train de s'épuiser. Vous êtes la génération qui connaîtra probablement les gros problèmes à l'hôpital puis en ville de patients qu'on n'arrivera plus à traiter avec des diagnostics qu'on arrive à poser, des choses qui étaient soignables avant et qui deviendront résistantes complètement au traitement. Et là, il faudra progresser en termes de découverte de nouveaux antibiotiques. Et la bonne découverte, ce sera la découverte d'antibiotiques qui, de façon chirurgicale, si je puis m'exprimer ainsi, inactiveront uniquement les mécanismes de virulence des bactéries pathogènes et ne détruiront pas le reste de l'écosystème. Voilà, merci à vous et à lundi. On se voit lundi et mercredi.